De retour sur le plateau de Midi Libre via Occitanie pour ce débrief après cette troisième table ronde autour de la jeunesse qui a été tout au long de cette journée au cœur des rencontres, des échanges. On va en parler évidemment avec nos différents invités. Béatrice Taudoux, bonjour. Merci d'être là avec nous, responsable observatoire et service aux branches professionnelles chez Malakoff Humanis. Vous nous direz tout à l'heure votre débriefing de la table ronde. À vos côtés, Thomas Bray, président de la FNAIM Hérault, merci d'être à nos côtés. Frédéric Dabi, bonjour, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Et à vos côtés, David Gache, directeur du développement des marchés spécialisés à la Banque Populaire du Sud. Bonjour. Bonjour. Nous rejoindra tout à l'heure Marilyn Meyer, professeure associée à MBS ici à Montpellier. Alors, je vais commencer par vous, Frédéric Dabi, parce que en tant que directeur général de l'Institut de sondage IFOP, je sais que vous fournissez évidemment nombreuses enquêtes, analyses sur nombre de sujets et sur la jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, la jeunesse de 2022? Quelles sont ses attentes au regard de l'emploi, au regard de la société? Qu'est-ce qu'elle attend de la France? Alors, la question est un peu large, mais elle est absolument centrale. Non, elle est absolument centrale. C'est vrai que l'IFOP, en tant que plus ancien institut français, a travaillé depuis les années 50 avec Françoise Giroud, qui avait appelé ses enquêtes des enquêtes Nouvelle Vague sur la jeunesse de France. C'est vrai qu'on a une jeunesse comme on l'a jamais vue. On le disait tout à l'heure lors de la table ronde, dans les années 50, seuls 17% des jeunes considéraient appartenir à une génération à part. Ils sont 89%. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu des crises jamais vues. La crise terroriste, le profil des victimes des attentats du 13 novembre, ce sont des jeunes. La crise climatique, le Covid qui les a coupés, si je puis dire, dans leur élan. On a une jeunesse, ou plutôt des jeunesses, parce que la jeunesse n'est pas un bloc monolithique, loin de là, qui est extrêmement complexe, kaléidoscopique. C'est bon, je l'ai bien dit. C'est-à-dire qu'elle est d'un côté, malgré tout, confiante, optimiste, elle se projette dans l'avenir avec beaucoup de résilience malgré les crises qu'elle vit. Elle est en même temps extrêmement inquiète sur un sujet, sur deux sujets. Sur un sujet, le climat. Dans la première enquête Nouvelle Vague, on avait un tiers des jeunes qui déclaraient être prêts à mourir pour la France. Dans l'enquête 2021, un quart prêt à mourir pour le climat. Bien sûr, ne prenons pas le résultat au pied de la lettre, mais c'est le reflet de cette éco-anxiété. Puis on a une jeunesse qui est révoltée vis-à-vis des décideurs politiques qui ne changent plus la vie, qui ne transforment plus le quotidien et qui sont incapables de résoudre les grands problèmes, climat et inégalité, notamment inégalité femmes-hommes. On a toute cette jeunesse-là, mais elle n'est pas qu'en fracture. Le livre que j'ai écrit s'appelle La fracture. Elle est également en leadership, notamment sur le climat, dans le sens où elle veut montrer les bonnes pratiques aux autres générations, et il n'y a pas de guerre des générations, et sur le travail, sur l'emploi, où les mutations, comme on ne les a jamais vues sur le rapport au travail, proviennent de la jeunesse. Un seul exemple, ce sont les jeunes qui font tomber toutes les barrières entre vie professionnelle et vie personnelle. Ils disent pour réussir personnellement, je dois réussir professionnellement. Ils sont une majorité à dire mes collègues sont avant tout mes amis. Ils font bouger les temporalités, les frontières et l'étanchéité que nous tous autour de cette table nous avons connue entre vie personnelle et professionnelle. Tout ça vole en éclats et ça influence les autres générations. Est-ce qu'elle attend encore quelque chose de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise peut être un phare, un exemple, un référent? Elle n'a jamais autant attendu de l'entreprise. Les enquêtes Nouvelle Vague des années 80, c'était l'époque du clivage gauche-droite, de la gauche au pouvoir, de la délégitimation de l'entreprise d'un côté et du mitterrandisme, si je puis dire, de l'autre. Il y a encore 20 ans, on est avec le MEDEF aujourd'hui. Jean-Pierre Raffarin est le premier ministre à aller à l'université d'été du MEDEF à Paris. Qu'est-ce qui se passe dans les enquêtes de popularité suivantes? Il s'effondre à gauche. Il s'effondre chez les jeunes parce qu'il y avait cette vision conflictuelle, idéologisée. Maintenant, on a une vision extrêmement pragmatique. Les jeunes sont mécontents des politiques parce qu'ils ne trouvent pas de solution. À l'inverse, ils trouvent que l'entreprise trouve des solutions. L'entreprise leur permet de s'épanouir. Et dans ce cadre-là, ils veulent voir l'entreprise sortir de ses missions traditionnelles. Parler de santé, parler d'environnement, agir sur le climat. Quand on interroge les jeunes en qui ils ont confiance pour faire avancer les choses en termes de climat, ils citent d'abord eux-mêmes, les entreprises, les acteurs locaux et loin ensuite les politiques nationaux. Le regard sur l'entreprise n'a jamais été aussi spécifique et aussi positif chez les jeunes, et bien sûr des exceptions, je parle en termes de grande masse, par rapport aux générations passées.
Béatrice Todou, pour Malakoff Humanis, ces jeunes-là, quand vous entendez Frédéric Dabi, comment ils souhaitent que l'entreprise sorte de ses missions traditionnelles, comment vous observez cette envie, cette ambition de la jeunesse? Alors, je pense que Frédéric nous parlait de santé. En fait, ce qui est très important, nous par exemple, donc on est une institution de prévoyance, d'assurance santé et prévoyance. Dans les nouveaux comportements santé, notamment autour de la santé mentale, c'est les jeunes qui expérimentent et qui vont utiliser des dispositifs beaucoup plus innovants et qui font changer aussi les pratiques et qui lèvent aussi des tabous sur certains sujets, sur certaines difficultés à surmonter. Donc ils sont aussi prêts à aborder des nouvelles façons de fonctionner et à surmonter même collectivement des situations de vulnérabilité que leurs aînés, et que ma génération notamment, auraient eu beaucoup plus de mal à aborder au sein de l'entreprise. Donc vraiment, ils sont moteurs en termes de nouveaux usages, nouvelles pratiques. Et puis dans une forme, on parle souvent, moi il y a 20 ans, je faisais déjà des missions sur la planète jeune. Donc ça ne nous rajeunit pas ce débat. Mais en tout cas, ce qui est spécifique aujourd'hui, c'est bien cette jonction entre une entreprise qui réfléchit et qui fait évoluer ses pratiques, son projet d'entreprise sur des champs qui n'ont jamais été aussi larges, et des salariés qui regardent ça, et des jeunes salariés avec beaucoup d'intérêt, alors que des plus anciens, je pense notamment aux trentenaires, pourraient être beaucoup plus en retrait, un peu plus caustiques, et avec justement une relation un peu plus conflictuelle avec leur entreprise. Donc vraiment, il y a un pari à faire sur cette jeunesse et la façon dont elle va tous nous faire évoluer collectivement sur beaucoup de sujets. Un pari aussi à faire du côté des entreprises sur des missions dont a parlé Frédéric Dabi, par exemple l'environnement, vous en parlez, planète et autour de la planète, c'est-à-dire que sur ces sujets-là, au sein de l'entreprise, on a intérêt de travailler des stratégies, des ambitions qui rassembleraient la jeunesse. Exactement, je pense que vraiment tout ce qui a trait à des projets extrêmement concrets qui vont s'inscrire dans la continuité aussi de leurs compétences et de leur vision professionnelle. Je suis à la DSI, comment je peux employer mes compétences et mon expertise au sein d'un projet qui va me fédérer, et comment on utilise. Nous, on a mobilisé, on a des référents RSE, et en fait on s'est aperçu qu'il y a plein de jeunes dans l'organisation et de moins jeunes qui ont des engagements qu'on ne connaissait pas au sein de Greenpeace, au sein d'associations locales. Et finalement, c'est comment on joue sur ce terreau, cette porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle, sur ces champs qui vont fédérer, mobiliser, puis donner un peu de grandeur et de souffle au projet d'entreprise. Thomas Bray, merci beaucoup Béatrice Todou. Thomas Bray, président de la FNAIM Hérault. Je voulais qu'on parle avec vous du recrutement, parce qu'en ce moment, on observe cette vague de démissions, dit-on, cette vague de quête de sens chez les jeunes. Où vais-je dans l'entreprise, dans l'emploi? Est-ce que vous, dans le domaine de l'immobilier, l'aménagement du territoire, ces sujets qui sont très importants dans la région, comment vous accompagnez ce changement, cette bascule auprès des jeunes? Comment vous recrutez différemment? Alors nous, sans doute, contrairement à beaucoup d'autres secteurs d'activité, on a une vraie aspiration vers les métiers de l'immobilier. Donc on n'a pas un problème de recrutement, on a plus un problème de canalisation et de management. Pour dire ce qui est, depuis l'après-Covid, l'immobilier a attiré beaucoup de nouvelles compétences. On l'a vu dans des reportages et autres, des personnes qui travaillaient dans les secteurs de la restauration qui tout d'un coup se sont découverts une vocation pour l'immobilier. Donc maintenant on a à gérer cet afflux de candidats, et à surtout, parce que ça a été évoqué par l'interlocutrice précédente, on a surtout à arriver à trouver les moyens de les garder auprès de nous. C'est-à-dire, attention, on est aussi sur des générations qui consomment l'entreprise et qui ont du mal à être dans une fidélité vis-à-vis de l'employeur. Et comment vous faites, vous, pour les garder? On s'applique justement à trouver des méthodes de management, de la rémunération aussi, il faut dire ce qu'il y a. Ça fait partie aussi des critères fondamentaux de lien avec l'entreprise pour arriver à mettre en place un parcours de carrière, même des évolutions au sein de nos structures, nos agences. Voilà comment on a à faire face à cette jeunesse. Si vous me permettez, je rebondis aussi sur la jeunesse d'aujourd'hui par rapport au logement, parce qu'on assiste aussi à des comportements qui sont devenus très irrationnels sur le logement. Le logement est devenu une matière consommable comme les autres. Là où vous parliez de nos valeurs des années 90, 2000, où oui, on prenait un prêt, on s'engageait. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus forcément dans cette logique-là. On va louer et très vite, on va changer de logement. Voilà les comportements auxquels on assiste dans l'immobilier.
De votre côté, David Gache, du côté de la Banque Populaire du Sud, on a évoqué avec beaucoup d'interlocuteurs et avec vos collègues de la Banque Populaire du Sud tous les programmes qui sont mis en œuvre pour garder ces jeunes, les embaucher, les garder avec des opérations autour de la RSE. Est-ce que vous, la question du recrutement est un problème chez vous au sein de la Banque Populaire du Sud et comment vous réussissez à la solutionner ? Alors, on ne va pas parler de problème de recrutement, même si aujourd'hui, le turnover a augmenté, le rapport au travail a changé, y compris dans les établissements bancaires, qui sont, on va dire, entre guillemets, de vieille économie, même si on a de fortes évolutions technologiques. Donc, oui, le recrutement, on y prête une attention particulière. Vis-à-vis des jeunes, un critère, puisqu'on fait un peu le choc des générations, l'alternance, qui est un vrai facteur de recrutement aujourd'hui. Dans les années 80-90, l'alternance n'était pas reconnue en tant que telle. Aujourd'hui, c'est un vrai facteur de recrutement dans les établissements bancaires. Par exemple, nous, on a près de 130-140 alternants au sein de la Banque Populaire du Sud. Ce sont des jeunes qui, du coup, viennent et nous poussent aussi. Parce qu'un autre changement, c'est qu'ils nous challenge beaucoup. Donc oui, on les associe à des missions, on les associe à des activités. Nous, Banque Populaire, comme groupe BPCE, on est partenaire des JO 2024. Donc on fait pas mal de manifestations autour de cette thématique-là et c'est porté par des jeunes collaborateurs. Donc il y a cette dimension-là, sociétale. Il y a aussi, ça a été évoqué en termes de rémunération, puisqu'il n'y a pas que l'aspect salaire. Les jeunes, aujourd'hui, prêtent une attention plus particulière à l'équilibre vie privée, vie professionnelle, donc avec les congés, le minimum de la couverture sociale, les intéressements, participations. Ils ont un rapport au salaire qui est différent des générations précédentes. Donc, entre l'ensemble de ces différents dispositifs, on essaie d'accompagner nos recrutements et de maintenir le plus possible nos jeunes. Mais ils ont quand même tendance à zapper. On change d'emploi comme on change d'appartement beaucoup plus facilement aujourd'hui que les générations précédentes. Frédéric Dabi, vous qui avez étudié cette jeunesse-là au travers en effet de plusieurs études et de ce livre, est-ce que la question des salaires est aujourd'hui un sujet annexe par rapport aux missions combats que la jeunesse souhaite porter ? Alors, quand même, la rémunération, vous l'avez très bien dit, reste un élément central, mais par rapport aux enquêtes Nouvelle Vague passées, on voit que dans la hiérarchie des priorités pour un jeune, dans la hiérarchie pour une mobilité d'une entreprise à l'autre, elle a fortement reculé. Là, pour la première fois, alors c'est une population spécifique auprès des jeunes cadres. Le premier critère, c'est l'ambiance de travail, parce que il y a cette idée d'une entreprise comme une communauté humaine, voir ses collègues comme ses amis. On a aussi des critères très liés au confort de travail. On a dans cette enquête quasiment une majorité, 2/3 des jeunes qui déclareraient vouloir changer d'entreprise sans gagner plus de salaire, mais avoir un lieu de travail très proche de leur domicile, justement pour pouvoir passer des sphères professionnelles aux sphères personnelles. Ambiance de travail compte. Le sens du travail, alors c'est pas une vraie nouveauté, l'intérêt du travail, l'autonomie a toujours été un facteur central, mais je dirais que la crise Covid a accéléré la mort du petit chef, a montré que l'autonomie était absolument un facteur très important et a remis au centre le sens donné au travail, que le travail soit racontable, alors je n'ose pas dire instagrammable, mais il y a un petit peu de ça et que ça s'inscrive dans une fierté et dans un récit pour les jeunes, même si bien sûr on retrouve les critères un peu traditionnels, rémunération, perspective de carrière. Alors, on parle d'une jeunesse salariée intégrée, n'oublions pas une jeunesse beaucoup plus en dehors du marché du travail, cette génération de l'insertion qui peine à s'insérer et qui est beaucoup plus en rupture, celle des métiers de deuxième et de troisième ligne qui eux sont beaucoup plus dans une logique protestataire et beaucoup moins inclusive. Et cette jeunesse qui en revanche, au-delà d'être salariée, a envie de créer, de porter des projets. Elle existe très fortement en France. Extrêmement forte. J'avais cité tout à l'heure une enquête de mon confrère d'Ipsos qui datait d'une dizaine d'années où le premier souhait de jeunes en âge d'avoir un travail était de devenir fonctionnaire. Ça a complètement volé en éclats. Il y a l'attrait, bien sûr, de l'imaginaire de la start-up, mais tout simplement être salarié dans une boîte privée arrive en tête.
une préférence pour la TPE, PME par rapport aux grands groupes, alors que pendant très longtemps, le discours médiatique sur l'entreprise, c'était la grosse boîte, le gros groupe, et de plus en plus, les Français comme les jeunes connaissent la réalité du tissu entrepreneurial français, 94% de PME et de TPE, et c'est vrai que de ce point de vue-là, oui, les jeunes ont fait également bouger les lignes. Au cœur de votre banque, vous accompagnez et vous observez que les jeunes sont ambitieux dans la création d'entreprises porteurs de projets ? Oui, clairement. Alors, moi, j'interviens sur la partie des marchés spécialisés. Donc, on accompagne justement les entreprises, les PME. Et on a de jeunes chargés d'affaires. Ils sont très attirés pour accompagner. De temps en temps, certains, dans le cadre de leur parcours, peuvent prendre des années sabbatiques pour se lancer dans cette activité-là. Et nos interlocuteurs sont aussi de plus en plus jeunes. Le chef d'entreprise, alors bon, les startups sur Montpellier est quand même un secteur d'activité très porteur. Et les dirigeants de startups, je fais un cliché, mais souvent c'est des trentenaires maximum, entre guillemets. Et même d'un point de vue global, les dirigeants d'entreprise sont de plus en plus jeunes. La jeunesse ose se lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'y a plus ce tabou, il n'y a plus cette vision qui a été évoquée des années 80-90, l'entrepreneur contre la jeunesse, entre guillemets. Oui. Et aussi des missions. On parlait de RSE, on parlait des JO, voilà, il faut leur donner du sens, y compris au quotidien dans des structures bancaires. Marilyn Meyer, professeure associée au sein de MBS ici à Montpellier. Est-ce que vous retrouvez dans les propos, les analyses de Frédéric Dabi, des témoignages directs, concrets, j'imagine que oui, qu'avec les étudiants ? Oui, donc ça vous parle ? Oui, tout à fait. Les étudiants, Frédéric, bien sûr. C'est tout à fait en effet conforme, en adéquation. Donc les étudiants et les étudiantes de Montpellier Business School, en effet, reflètent cette réalité. Donc l'intérêt pour évidemment des projets à l'intérieur même de l'entreprise. On parle d'intrapreneuriat de plus en plus. Donc il y a l'entrepreneuriat, certes social et solidaire, parce que là aussi on a parlé de tout type d'entreprise. Évidemment, l'économie sociale et solidaire attire aussi de nombreux étudiants dans leur souci justement d'être utile, d'avoir cette utilité sociale et environnementale. Donc cette volonté aussi de constituer d'emblée des entreprises à mission. C'est un statut aussi qui intéresse de plus en plus nos étudiants à la sortie d'études. Et donc l'intrapreneuriat, la créativité, le challenge, le plaisir, on en a parlé dans la table ronde, on a entendu ce sujet-là également. Donc après, voilà, tout se recoupe, en effet. Le plaisir, et puis l'idée aussi que dans 10 ans, 20 ans, de nouveaux métiers vont émerger et nombreuses écoles sur le territoire travaillent à des plans à 2030 pour accompagner ces jeunes dans de nouvelles orientations. Exactement, donc nous évidemment c'est une mission clé dans le cadre de notre école de faire de la prospective métier, d'accompagner nos étudiants à justement être partie prenante de ce processus, d'imaginer les métiers de demain, puisque c'est aussi à eux et à elles de les imaginer. Et en entreprise d'ailleurs, ce qu'ils réclament la plupart du temps, c'est de pouvoir aussi concevoir directement leur mission. Vous avez dû le remarquer, cette fameuse tendance au job crafting. C'est vrai que ça vient du monde anglo-saxon, mais c'est quelque chose qui est très recherché par les nouvelles générations. Donc forcément, ça amène à la transformation des métiers, des missions, de l'environnement aussi de travail. Donc il faut vraiment, on rejoint ce qu'on a dit ce matin, leur redonner cette liberté de décider, de faire, d'agir. C'est la clé pour l'innovation de manière générale et en particulier en effet pour la transformation des métiers et des organisations. Merci beaucoup Marilyn Meyer et merci à vous quatre pour ce débriefing, cette troisième table ronde consacrée à la jeunesse. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure.